Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. Halte aux anglicismes et autres franglais, nous en avons déjà parlé ici même, la langue française serait en train de se faire submerger littéralement par la langue anglaise. Beaucoup le craignent et s'il ne s'agissait finalement que d'un échange dont toutes les langues sont issues, c'est un fait, un quart des mots français sont d'origine anglaise, mais est-ce vraiment grave, docteur? Avec nous sur TV5 Monde, Henriette Walter, qui est notre grand témoin aujourd'hui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes linguiste, vous êtes notamment l'auteur de ce livre très précieux, un ouvrage référence. Ça s'appelle L'aventure des mots français venus d'ailleurs, édition Robert Laffont dans la collection Documento. Alors, Henriette Walter, je vous voyais sourire, réagir lors de la présentation de ce grand angle. Un quart des mots français viennent de l'anglais. Quelle langue a le plus contribué au français ? C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que en fait c'est plutôt l'anglais qui est pour beaucoup emprunteur de la langue française. Hein. Ce n'est pas du tout le français. Le français est beaucoup plus riche d'autres langues également. Il ne faut pas oublier que l'anglais n'est arrivé chez nous qu'à partir du 19e siècle, fin du 18e, disons. Mais avant, qui a donné alors qui a donné? C'est le français qui a donné. Et depuis très très longtemps, depuis Guillaume le Conquérant, 1066, n'est-ce pas? Depuis le 11e siècle, c'est l'anglais qui a emprunté au français. Et puis après, les Anglais sont des gens très polis, ils nous rendent une petite partie de ce que l'on a prêté, disons, au Moyen-Âge. Alors combien de mots, si l'on peut les quantifier, environ viennent finalement d'autres langues, Henriette Walter? On ne peut pas dire, c'est quelques milliers, disons, mais ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'il y a eu des paquets, disons. Alors, on peut dire qu'au début, il y a eu les emprunts au germanique ancien, hein, il ne faut pas confondre germanique et allemand, hein, c'est germanique ancien. Donc le francique, c'est-à-dire la langue des Francs, cette langue des Francs qui nous a donné le nom de notre langue, le nom de notre pays et à un moment le nom de notre monnaie, hein, franc, français, etc. Donc d'abord les langues germaniques anciennes. Qui se souvient que par exemple les noms des couleurs sont en majorité des noms d'origine germanique. Blanc, bleu, gris, brun, c'est du germanique. Rouge, non, rouge c'est du latin, mais noir aussi. Bon, donc voilà une partie. Et puis vous parliez tout à l'heure de la Tunisie. Je suis née en Tunisie. Vous êtes née à Sfax ? Voilà, je suis née à Sfax, dans le sud de la Tunisie. Et évidemment, il y a beaucoup de mots d'origine arabe en français. Mais ce sont des mots qui sont arrivés il y a bien longtemps, au Moyen-Âge, car il faut se souvenir qu'au Moyen-Âge, les Arabes étaient les grands savants de l'Europe. C'est eux qui nous ont apporté beaucoup de sciences, non seulement les mathématiques, mais la botanique, etc., etc. Quand on pense que chiffre et zéro, ce sont deux mots arabe, d'origine arabe. Alors, il y en a un qui est venu du mot arabe directement, c'est chiffres, et puis zéro. Alors, zéro, on se dit, mais ça, d'où, comment? Eh bien, celui-là nous est arrivé par l'italien, car ça s'est passé par zefirum, c'est-à-dire un mot bas latin, disons, zefirum, et puis c'est devenu zefro, et puis zero, c'est devenu notre français zéro. Bon, il y a eu l'arabe, et puis il y a eu les langues régionales. On oublie aussi qu'il y a eu des tas de mots venus de nos langues régionales. Amour, hein, amour qui vient du Midi, hein, l'amour courtois, hein, car si ça avait été du français, amor en latin aurait donné ameur, et en effet ça c'est venu, mais heureusement il y a eu l'amour courtois, c'est-à-dire il y a eu cette belle littérature de la Provence qui a donné naissance à un goût pour cette littérature. Et puis alors donc je vais pas peut-être m'attarder peut-être justement, sur on parlait justement d'anglicisme de franglais, Henriette Walter, oui. Mais parfois on ne décèle pas forcément l'apport d'une langue étrangère pour un pays. Je vais vous citer par exemple en 1790
92, vous connaissez cette phrase sans doute de Necker, qui à propos de deux mots, deux mots qui sont pour le commun des mortels français, dit « On introduit chaque jour des nouveaux mots complètement barbares ». Ces mots, c'est influencer par exemple ou utiliser. Je le cherchais. Absolument. C'est quand même étonnant. Et oui. Et on pense que, en fait, ce sont des mots d'origine latine qui nous sont arrivés par l'intermédiaire de l'anglais, mais pourquoi pas? Merci. Merci. Il y a eu Sentimental aussi, un petit peu plus tard, où le traducteur d'un roman anglais a dit « Je n'ai pas pu trouver un autre mot. J'ai pris le mot sentimental, qui est un mot anglais. » Mais c'est un mot français parfait. Mais qu'est-ce qui pose problème au fond alors, Henriette Walter? C'est quoi? C'est qu'on veut finalement, chacun veut que sa langue soit pure? C'est un mythe, ça? Alors là, ça n'existe pas. Hein. Les langues pures, ça n'existe pas. Toutes les langues ont beaucoup emprunté. Vous savez que l'anglais est la langue qui a le plus emprunté au monde. Peut-être que c'est parce qu'elle a beaucoup emprunté qu'elle a eu tellement de succès. Et qu'elle domine finalement. Et qu'elle domine. Et oui, peut-être. Enfin, bon, il y a d'autres raisons. Bien sûr, il y a d'autres facteurs. Des raisons économiques, etc. Mais si on en revient au français, le français a beaucoup emprunté au XVIe siècle, par exemple, à l'italien. Vous savez qu'on a eu peur que le français devienne de l'italien. Et donc, il y a eu des mots comme, par exemple, le mot scarpe. Scarpe, qui veut dire la chaussure. Bon, c'était un mot italien, scarpe, hein, les chaussures, c'est scarpe. Qu'est-ce qui est resté? Scarpe a disparu, mais escarpin est là. Escarpin est resté. Et qu'est-ce que c'est que l'escarpin? C'est une très jolie chaussure. Ça prouve qu'à cette époque-là, les mots venus de l'italien étaient considérés comme plus chics, plus élégants, plus raffinés que les mots venus du français. Alors j'aimerais vous entendre aussi sur certaines expressions, sur les béquilles dont nous, parfois les journalistes, nous sommes les premiers pourvoyeurs, nous allons dire. Par exemple, donner son feu vert. Des collègues me demandaient tout à l'heure en quoi est-ce que donner son feu vert a une origine anglaise, par exemple. C'est bien sûr les feux de la circulation. Bien entendu, hein. Le feu vert, c'est-à-dire on peut y aller. Et puis rouge, c'est autre chose. Le rouge est mis. Vous vous souvenez, il y avait un film comme ça. Alors vous parliez tout à l'heure du facteur économique. Le vecteur aujourd'hui, il est dans la consommation, par exemple, sur les rapports entre les langues. On parlait de l'anglais. Bien sûr, il y a les produits qui arrivent avec leur nom. Hein, et donc, évidemment, on le prend avec le nom ou on ne le prend pas. Ce qui est dangereux, c'est lorsque on ne comprend pas. Lorsqu'on emploie un mot étranger dont on ne connaît pas le sens, et alors évidemment, de temps en temps, on donne un autre sens. Hein, voilà. Alors, il y a aussi des modes quand même, Henriette Walter. Surprise party, c'était très utilisé dans les années 60. Très honnêtement, c'est fini. Maintenant, c'est la fête. Maintenant, on fait la fête. C'est la fête. Oui, ou la teuf. Ou la teuf. C'est ça. Oui, c'est sûr. Et en même temps, il y avait la surprise, n'est-ce pas? C'était la surprise. Chacun venait avec quelque chose. On ne sait pas quoi. Hein. Et puis en plus, c'était une forme anglaise avec devant, surprise et devant, et non pas après. Et là, c'est un petit peu une influence anglaise que l'on n'a pas gardée. N'est-ce pas? Voilà. Alors, dans tous ces débats, Henriette Walter, il y a bien entendu la question du risque. N'exagérons pas, par exemple, pour le français, mais est-ce qu'une langue, elle peut disparaître? Hélas, il y a des langues qui disparaissent. Par exemple, vous avez, en ce qui concerne le latin, bon, le latin n'a pas disparu. Hein. Il est là d'une certaine manière, de deux manières. Il est là parce qu'il a évolué en plusieurs langues différentes, comme l'italien, l'espagnol, le français, etc. Et puis il est là aussi en tant que forme qui se maintienne un petit peu. Mais près du latin, il y avait l'étrusque. Et les Étrusques étaient des gens extrêmement cultivés. C'était une civilisation merveilleuse qui a disparu avec la langue. Donc des gens peuvent disparaître malheureusement avec leur langue. Souvent, c'est parce que la transmission ne s'est plus faite. Mais comment on l'explique, ça? C'est compliqué. Alors, ça dépend des fois. Non, mais je veux dire, on peut y aller peut-être, mais on peut expliquer, par exemple, le fait que les langues régionales, par exemple, ont subi beaucoup de mal, disons, de la part de la langue française, qui est devenue la langue qui a recouvert les autres. On a été bilingue jusqu'au début du XXe siècle, et puis après, on ne l'a plus été. Petit à petit, on a perdu cette deuxième langue. Or, les gens disent,
oui, oui, mais les Français sont nuls en langue. Oui, mais ils ne l'étaient pas lorsqu'ils parlaient leur patois et leur langue française. Il y a eu la guerre de 14. Vous savez, avec les régiments qui ont été formés d'abord régionalement et peut-être du village même. Donc chacun pouvait parler son propre dialecte ou son propre patois et se faire comprendre de l'autre. Et puis à un moment, il y a eu des réunions de régiments. Et évidemment, là, c'était un petit peu trop loin et on n'arrivait plus à se comprendre. Et on a eu recours à cette langue française qu'on avait commencé à apprendre précédemment, pas un siècle avant, mais une génération avant. Alors, Henriette Walter, nous en parlions, vous et moi, avant cet entretien. Les films, ce n'était pas le cas avant, sont désormais aujourd'hui, par exemple en France, systématiquement traduits, ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Québec, sont systématiquement traduits. L'artiste, on disait, pour ne citer qu'un exemple, est devenu the artist. Voilà. Est-ce que vous y voyez là quand même un signe inquiétant ? C'est embêtant. C'est embêtant parce que quelquefois, bon, the artist, c'est pas très grave parce que le mot artiste est un mot français, donc on a simplement un article devant. Bon, ça pas fait facile un à prononcer, qui devient d'ailleurs. Voilà, the artist. The artist. The artist. Bon, non, ça c'est pas très grave. Non, ce qui est grave, c'est lorsque on ne comprend pas. Lorsque on a un mot qui arrive, un mot anglais, et puis qu'on ne comprend pas, alors on le répète, et bon, il va prendre quelle allure va-t-il prendre, on ne sait pas. Voilà. Là, ça devient dangereux. Mais sinon, bon, il faut toujours être optimiste. Non, je veux dire, il faut toujours accepter les cadeaux que les autres vous font. Mais savoir les utiliser. C'est un cadeau, voilà, c'est un cadeau. Alors, la semaine de la langue française et de la francophonie invite jusqu'au 23 mars chacun d'entre nous et les internautes à proposer un mot nouveau sur un réseau social célèbre, Facebook pour ne pas le citer, accompagné de sa définition en 300 signes maximum. Alors, l'objectif affiché, finalement, c'est d'éviter ce qu'on pourrait appeler les tics de langage. Vous qui travaillez sur ce sujet-là, vous pensez que c'est inquiétant que des journalistes, par exemple, utilisent des expressions toutes faites sans en connaître le sens ? Écoutez, la plupart du temps, si on emploie ces tics, disons, de langage, c'est parce que on cherche le mot et que ça permet de réfléchir un petit peu à le retrouver. Et ça part d'un bron naturel, puisque à ce moment-là, on ne va pas dire vous savez, le c'est désagréable. C'est pour combler, voilà. En fait. Et pour combler, donc ça permet de respirer et de se dire je vais trouver le mot. Quelquefois on le trouve pas. Vous y faites attention, par exemple, à ça, Henriette Walter, par exemple, crise humanitaire, je l'utilisais récemment, me disait mais une crise humanitaire, ça ne veut rien dire finalement, puisque le mot humanitaire même renvoie à ce que l'humanité a de bon. Exactement. Donc ça permet. Il y a eu comme ça des mots qui veulent dire autre chose aujourd'hui. Et il faut quand même qu'on s'y mette, qu'on essaye de comprendre pourquoi et comment. Ce qu'il y a, c'est que quelquefois, quand ça dévie un petit peu trop, ben ça revient. Je veux dire, ça revient dans son sens précédent. Hein. Et alors, donc, heureusement. Alors vous, quand vous regardez TV5 Monde, la chaîne internationale de la francophonie, si on utilise un mot d'origine anglaise, ça ne vous frappe pas. Dire week-end, est-ce qu'on doit le traduire ou pas, par exemple? Week-end, on doit dire fin de semaine. Non, pour vous, c'est un mot français, week-end? Pour moi, week-end, ça n'est pas la fin de semaine. Voilà. Ça n'est pas la fin de semaine. Ça peut pas être traduit par fin de semaine. C'est différent. Ouais. Non, c'est différent. Parce que le week-end, on ne sait pas quand ça s'arrête. C'est quoi le week-end? Le week-end, c'est le bout de la semaine. Jour de repos, quoi. Où on se repose, on ne travaille pas. Quelquefois, ça se termine le lundi, et quelquefois, ça commence le vendredi. Mais donc, vous dites, assumons, disons bon week-end. Exactement, week-end, bon. La difficulté, c'est que on va dire week-end, et non pas week-end. Alors là, on est un petit peu, voilà. Henriette Walter, grande linguiste, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur TV5 Monde dans 64 minutes. L'aventure des mots français venus d'ailleurs, édition Robert Laffont. Merci beaucoup, Henriette Walter, d'avoir été avec nous.